Hop, et normalement, c'est bon, ça enregistre. Alors du coup, bon, bonjour à tous. Je me présente, je suis Jérémy Voué pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chef de projet informatique au sein de la DICO et on va passer une petite heure ensemble, pour parler du sujet de la souveraineté numérique, tout simplement le numérique français. Heu, alors pourquoi tout simplement on parle de souveraineté numérique? Il y a encore peu de temps en arrière, 1 an, voire même 2, un peu plus, on parlait pas du tout de la souveraineté numérique ou on en parlait, un petit peu, mais bon, on se disait: «Ouais, il y a pas de souci, tout va bien, on est dans un merveilleux, monde, on n'a pas besoin de parler forcément de souveraineté numérique». Sauf qu'aujourd'hui, l'actualité fait, alors que j'ai pas besoin de vous rappeler, je pense, l'actualité en ce moment, mais l'actualité fait que le sujet de la souveraineté numérique est redevenu sur, le devant de la scène, au même niveau que la cybersécurité. Et tout simplement, on se rend compte que c'est devenu un petit peu un sujet très important. Alors au niveau des enjeux, hein, bah, vous les connaissez, hein, vous êtes des collectivités, donc on va parler bien entendu de la protection, des données, de savoir un petit peu dans un monde où on passe sur du cloud, de savoir un petit peu, bah, où est-ce qu'on met ces données, qui a accès, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avoir, un petit peu, bah, d'avoir être un peu méfiant, d'avoir un petit peu, une confiance en fonction de ces hébergeurs. Les risques, bien entendu, la gestion des prix, c'est le critère numéro 1. Bah, forcément, quand les solutions ne sont pas chez nous, qu'on n'a pas la main mise dessus, bah, on est dépendant des modifications de tarifs, notamment celles qui partent à la hausse. Heu, la dépendance à des acteurs étrangers, on parlera beaucoup, on en parlera un petit peu après, des solutions, notamment, américaines et celles de Microsoft, Google et autres. Et voilà, tout ce qui est un petit peu tout ce que la protection des données via le RGPD et ce que potentiellement vous allez pouvoir encourir. Donc d'où l'importance de ce sujet sur la souveraineté numérique. Pour vous, du coup, qui êtes un petit peu en première ligne, je vous ai résumé ça en 3 points. La protection, de vos citoyens, forcément, vous avez, énormément de données, des données qui peuvent intéresser beaucoup de personnes, des personnes des fois qui sont mal intentionnées. Donc effectivement, bah, c'est le critère, numéro 1 et de cela en découle, bah, forcément la sécurité de vos parcs informatiques. Si la sécurité de vos parcs informatiques, c'est un sujet vraiment qui vous intéresse, on a déjà animé un webinaire sur le sujet et on est ouvert, pour en discuter avec vous. Mais, qui dit protection dit sécurité, forcément derrière. Et bien entendu, pour vous, bah, faut que la collectivité, la mairie, elle puisse fonctionner, normalement. Parce que, bah, si vous avez une interruption de service, ou un service qui a coupé ou une dépendance, une attaque ou autre, bah, forcément, c'est des services que vous n'allez pas pouvoir rendre à vos citoyens et forcément engendrer des retards, des mécontentements et cetera. Encore une fois, l'actualité a montré que, bah, il y a eu des soucis et je pense que malheureusement, il y en aura encore. Je vous ai remis, un petit point, du Cloud Act. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. C'est une loi américaine, qui commence un petit peu, qui est un petit peu à dater, mais qui est toujours d'actualité, qui, en fait, dit que, si vous utilisez un service, un logiciel qui serait, d'appartenance américaine, bah, en fait, même si vos données sont hébergées en Europe ou en France, bah, les Américains ont le droit d'accéder aux données qui sont contenues dans ce logiciel. Si vous voulez un exemple, hein, je vous en donne un dans le mille qu'on utilise tous, même nous à la DICO, la suite Microsoft Office de, de Microsoft, hein, tout simplement, Office 365. Sur le papier, même si vous êtes hébergé en Europe, en France, bah, les Américains peuvent se permettre d'aller accéder à vos données, de les consulter et d'en faire un petit peu ce qu'ils souhaitent.
Donc du coup, bah, forcément, ça engendre des problèmes, bah, de respect par rapport à chez nous, du RGPD notamment, de l'accès à vos données qui sont parfois sensibles, des données de citoyens, hein, vous savez très bien les données que vous avez et tout ce qui est les documents administratifs. Donc ça, faut savoir que cette loi, existe, donc ça rentre un peu en opposition avec les lois, françaises, européennes, mais c'est ce qui existe de leur côté et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on dans toute la suite de ce webinaire, on va voir un petit peu, bah, de l'importance et de la réflexion à mener sur les logiciels aujourd'hui qu'on va pouvoir mettre en place, utiliser et que, bah, du coup, il faudra prendre, les avantages et les inconvénients de chacun pour trouver la solution la plus adaptée. Alors par rapport à ça, justement, hein, la France, et voire même l'Europe, hein, n'est pas restée au point mort, elle a avancé et à aujourd'hui, les recommandations sont de favoriser des solutions européennes ou françaises, de développer les communs numériques, on en reparlera un petit peu après, de mutualiser autant que possible les outils parce que, ben, en mutualisant effectivement, ça permet de mieux maîtriser les coûts et tous ensemble, on est forcément plus fort. Et d'encourager l'open source, hein. L'open source, ce sont tous ces petits, logiciels et autres que l'on peut, récupérer, que l'on peut modifier, que l'on peut adapter à sa guise en fonction de certains critères et que l'on peut réutiliser. C'est vrai que l'ADICO en propose déjà. Alors, je vais vous parler d'une première solution. Je l'ai mis en premier parce que de celle-ci va découler, une autre solution qui est derrière. Je ne sais pas si vous connaissez la solution ProConnect? Qui est fourni par l'État. Je pense que vous connaissez forcément France Connect, que l'on utilise en tant que citoyen, que l'on utilise potentiellement pour se connecter sur le site des impôts, la CAF, la sécu et cetera. Tous les services de l'État, hein. Donc tout simplement France Connect, hein, c'est avec un identifiant, souvent son adresse mail et un mot de passe, on obtient une identité numérique et en fait avec cette identité numérique, on peut se connecter à tous les services de l'État. Donc ça ne fait un seul identifiant à retenir et on a accès à, tout un panel de sites internet et de services de l'État. Là, aujourd'hui, vous avez ProConnect, c'est sur le même principe, sauf que, ça sert pour les agents publics, donc vous, en mairie. Le but, c'est que, vous ayez une identité numérique à vous, avec votre prénom, votre nom et en utilisant, vous connectant par ProConnect, bah, vous allez pouvoir vous connecter à différents services de l'État, différents sites internet. À aujourd'hui, ce sont essentiellement des services de l'État qui sont ProConnectés, mais on commence à en voir d'autres arriver. Je pense que peut-être éventuellement vous l'avez déjà vu quand vous allez sur le site Luciol de l'ADICO, quand vous voulez créer un ticket, vous pouvez vous connecter avec ProConnect. Je sais que nous avons notre plateforme aussi de e-learning qui est également ProConnectée. Et j'ai entendu parler effectivement que, les éditeurs de logiciels étaient en train de travailler également pour que leur logiciel, à l'avenir, puisse être pro-connecté. Donc ça veut dire que, à terme, potentiellement, avec votre adresse mail et un mot de passe, vous aurez votre identité numérique et vous pourrez vous connecter à tous les services que potentiellement vous utilisez en collectivité. Ce qui nous simplifierait grandement la vie parce que, bah, ça vous fait qu'une seule adresse mail et mot de passe à retenir. Ça assure aussi une meilleure sécurité, parce qu'effectivement pour être pro connecté, ça vous demande obligatoirement une adresse nominative et professionnelle. Donc c'est-à-dire que votre adresse serait potentiellement, votre prénom, votre nom, arobase le nom de votre commune.fr. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous connecter avec ProConnect avec une adresse se terminant par Orange, Gmail ou ce genre de choses. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas non plus si vous utilisez une adresse, par exemple contact@macommune.fr. Il faut vraiment que ça soit nominative. Pourquoi nominative? Parce que ça vous permet de vous suivre tout le long de votre, carrière.
Donc ça veut dire que si un jour vous changez de collectivité, ben, on peut, faire bouger les droits et si vous quittez tout simplement la fonction publique, on a tout simplement à couper votre compte Proconnect et ça vous déconnecte de la totalité des sites. Donc par rapport à Proconnect, vous avez, une première solution. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous avez peut-être reçu des courriers. Je sais que, l'association des maires de France, heu, via l'Union des maires de l'Oise, a déjà communiqué, sur la suite territoriale. La suite territoriale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme, qui est destinée aux communes de moins de 3 500 habitants. À voir les participants, en ce moment, je crois que c'est le cas de tout le monde et les EPCI de moins de 15 000 habitants. Donc la suite territoriale, je pense que vous allez recevoir prochainement des informations par courrier, notamment par la préfecture qui vous en parlera un peu plus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'il y aura des webinaires qui seront organisés sur le sujet, mais effectivement, il y aura une communication assez importante sur le sujet. Donc cette suite, est déployée par l'ANCT, qui est un service de l'État, qui vous propose en fait, de disposer via Proconnect, donc d'une identité numérique et en fait, dans l'intérieur, vous avez un socle de services et dans ce socle, vous allez retrouver, un nom de domaine, une messagerie et un cloud de fichiers sur lequel vous allez pouvoir stocker des fichiers et les partager. Donc ça, c'est le socle de base et viennent se rajouter tout un écosystème, un environnement complet de différents services additionnels que vous allez pouvoir utiliser. Donc à savoir que si la suite territoriale est une solution qui vous intéresse, il faut obligatoirement passer par ProConnect. Il vous faudra forcément un accès ProConnect. Donc à aujourd'hui, la suite territoriale sur le département de l'Oise, ça va être l'ADICO qui est en partenariat pour son déploiement. À aujourd'hui, tout n'est pas encore, ficelé, c'est encore en cours de discussion, mais je pense que ça devrait arriver prochainement. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous proconnecter. Ça, il y a pas de souci pour se proconnecter comme ça, au moins, quand la suite arrive, c'est déjà prêt de votre côté. Juste pour vous proconnecter, je vous rappelle, il faut une adresse, nominative professionnelle. Je vous ai remis une petite cartographie du département. Vous avez c'est un découpage par commune, et les légendes de couleurs sont de 3 couleurs, hein, rouge, orange et verte. Et au final, l'ANCT qui propose la suite territoriale, en fait, fait une analyse sur 2 critères, de savoir est-ce que la commune dispose d'un site internet et est-ce que la commune, dispose d'une adresse mail professionnelle, c'est-à-dire arobase le nom de la commune.fr. Donc celles qui sont en rouge, ce sont les communes qui ne répondent pas aux 2 critères, celles qui sont en orange, c'est celles qui répondent à au moins un des critères et celles qui sont vertes, c'est celles qui répondent, aux 2 critères. Pour vous donner une ordre de comparaison, à l'échelle nationale, le département de l'Oise, on est un petit peu sur la moyenne nationale. Et c'est pour ça que l'État va communiquer sur le sujet, de la souveraineté et notamment de la suite territoriale. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en collectivité, on ne peut plus utiliser des adresses, arobase orange.fr ou, des Gmail ou je ne sais quoi, il y en a tellement. Ne serait-ce que pour, éviter les usurpations d'identité, pour qu'on renforce un petit peu notre sécurité sur ce point-là. Donc c'est pour ça qu'il y a cette solution de la suite territoriale qui va sortir et qui effectivement vous propose déjà des premières solutions souveraines. Est-ce que tout va bien jusque-là pour vous? S'il y a des questions, pas hésiter. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que l'on continue.
Alors du coup, sur les solutions souveraines, la DICO en propose plusieurs. Certaines sont même gratuites, que, ça se trouve, vous utilisez déjà et que je vais tout simplement vous présenter au fur et à mesure. Ça pour vous montrer qu'en fait sur des solutions souveraines, à un moment, on disait souvent: «Bah oui, on connaît les solutions souveraines et cetera, mais on souhaite pas les utiliser parce que, bah, on connaît déjà, d'autres solutions qu'on utilise depuis longtemps, qui fonctionnent et cetera». Puis souvent les solutions souveraines, il y a des problèmes de compatibilité et cetera. Bah, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer que ces solutions souveraines, elles existent, elles sont fiables, elles sont performantes et elles évoluent très, très vite et souvent elles rendent beaucoup de services. La première, c'est une solution de travail collaboratif, hein, qui a été développée par l'ADICO, qui s'appelle Territoria. On est basé derrière sur la solution de Nextcloud, c'est une solution, open source et Territoria, en fait, a été développé pour répondre à une alternative, des solutions qui sont proposées comme Microsoft 365 ou Google avec, la suite de Google. Et en fait, sur cette plateforme, vous allez retrouver, un espace de stockage en ligne, donc un drive sur lequel vous allez pouvoir stocker vos données, les partager de la même manière que vous le faites avec un OneDrive, par exemple, ça fonctionne de la même manière. Vous allez avoir notamment des agendas partagés, de la même manière qu'on utilise les agendas partagés de Google. On fait la comparaison à chaque fois. Vous allez partager aussi des contacts, partager des carnets d'adresses, et cetera. Et cette plateforme peut intégrer également, des outils de conversation en ligne, à l'instar du logiciel Teams, que vous connaissez peut-être. Vous allez pouvoir créer des groupes de conversation, éventuellement faire des visioconférences et dans la partie, de stockage de vos données, vous allez pouvoir stocker des données, bureautiques et cetera. Mais en fait, en ouvrant un document, bureautique qui se trouve sur cet espace de stockage, bah, vous allez pouvoir également travailler dessus en direct. Vous avez une suite bureautique qui est intégrée, également à l'intérieur. Donc vous pouvez également travailler sur des documents textes, des documents, de tableur et cetera. On a également une possibilité, si vous disposez d'une adresse mail professionnelle, arobase le nom de la commune.fr, on peut également intégrer cette messagerie à l'intérieur dans cette solution de travail collaboratif. Donc cette solution, est hébergée par l'ADICO, c'est géré sur nos serveurs. Nous avons un site internet que vous avez le lien, pas hésiter à aller voir dessus. Et vous avez également une plateforme de démonstration d'essai. Donc même si des fois vous hésitez, vous pouvez la tester, hein. Vous avez l'identifiant, mot de passe qui est affiché. Vous retrouvez aussi ça sur le site internet. On peut également vous faire des démonstrations de cette solution-là. Juste à savoir que si vous la testez, vous pouvez mettre des documents, les partager et cetera, il y a pas de souci, mais faites attention quand même aux documents que vous mettez, dessus, parce que vu que c'est une plateforme qui est ouverte à tous, ne pas mettre des données sensibles ou compromettantes, dedans. Vu que c'est une plateforme de test, des fois nous, on supprime, on modifie, on fait du ménage dessus. Mais vous avez déjà une première solution, Nextcloud, qui est une solution souveraine, qui peut être une alternative au travail collaboratif qui est proposé par les suites, Microsoft ou Google. Pour rester dans le même environnement, de travail collaboratif, vous avez le logiciel OnlyOffice, qui est une suite, bureautique open source, que vous pouvez, télécharger, gratuitement sur internet et en fait, bah, c'est un traitement de texte, c'est un tableur, un éditeur de diaporamas, de PowerPoint. Donc c'est, souvent on connaît LibreOffice, OpenOffice. Je vous en donne un autre, hein, qui s'appelle OnlyOffice. L'un des gros avantages de OnlyOffice, c'est que vous l'avez sur le petit détail, hein, des fonctionnalités.
c'est que, il est compatible entièrement avec les fichiers, que l'on va générer avec Word, Excel, tout ce qui est les docx, les XLSX et cetera. C'est souvent l'un des problèmes historiques qu'il y avait avec les solutions souveraines, de bureautique, notamment avec, LibreOffice ou OpenOffice. C'est que quand une personne vous envoyait un fichier Word ou notamment des fichiers Excel avec, des formules ou des macros ou du publipostage, enfin des formats, vraiment, bien normalement bien adaptés pour, des fichiers Word, Excel. Ben, quand on les ouvrait avec un autre logiciel, bah, souvent ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait des problèmes de mise en page. Là, avec OnlyOffice, vous avez pas ce souci, ça fonctionne. Donc on a vraiment une compatibilité complète et j'ai eu l'information par mes collègues aussi, du support logiciel. Ils l'ont testé. Ça fonctionne également avec, vos logiciels métiers. Des fois, vos logiciels métiers font appel à Excel ou à Word, donc ça fonctionne également et comme vous pouvez le voir, c'est intégrable aussi avec Nextcloud. Donc je reviens avec la suite Territoria que vous avez vue, juste avant. En gros, c'est la suite qu'il y a derrière, qui vous propose effectivement de pouvoir travailler en direct. Donc pareil, du coup, une alternative à l'environnement, Word, Excel et cetera. Donc si vous avez des questions, hein, je continue, mais pas hésiter à me couper, à prendre la parole ou à poser vos questions sur le chat. Donc OnlyOffice, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur votre moteur de recherche OnlyOffice. Il y a plusieurs versions. Il y a une version qui est payante, mais si vous prenez la version, vraiment adaptée bureau, elle est gratuite. Mais après si besoin est, on peut vous accompagner, on peut vous aider, il y a pas de souci. En solution 3 et 4, 2 petites solutions, l'Adico avait communiqué dessus. Après, je ne sais pas si vous avez reçu l'information, si vous avez pris connaissance ou si vous testez déjà. Ce sont 2 solutions qu'on vous propose d'accéder, gratuitement. C'est des solutions qu'on a développées. La première, la solution numéro 3, c'est du transfert de fichiers. Aujourd'hui, quand on pose la question de savoir comment vous envoyer un fichier volumineux, une pièce jointe volumineuse qui ne passerait pas par mail parce qu'elle est trop lourde, bah, la grande majorité des personnes vont répondre qu'ils utilisent WeTransfer. Mais WeTransfer, je vous le donne dans le mille, c'est une solution qui est américaine. Donc ça veut dire que vous allez déposer votre fichier sur un serveur en Amérique et en fait, bah, ça vous donne un lien effectivement que vous pouvez envoyer par mail et vos destinataires peuvent le télécharger, le consulter et cetera. Mais seul problème, c'est qu'est-ce qui se passe sur le serveur? Ben, on ne sait pas. Il y a un flou, il y a un vide, donc on ne sait pas ce que deviennent les données. Est-ce qu'elles sont exploitées ou pas? Donc il y a ce flou, dessus, donc c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme de transfert. Ça fonctionne de la même manière que WeTransfer. Donc le site internet, hein, transfert.dico.fr. Vous avez une petite capture d'écran. Vous déposez, votre fichier, vos photos ou vos dossiers. Ça vous génère un lien. Ensuite, ce lien, vous l'envoyez, à vos destinataires. Ils peuvent le consulter et derrière, en fait, vous utilisez tout simplement les serveurs de l'Adico. Donc cette solution vous est mise à disposition gratuitement. Aujourd'hui, on n'a pas mis de limite. C'est accessible à tout le monde. C'est une solution qui vient de sortir. On surveille, on voit un petit peu comment elle fonctionne. Donc, pas hésiter à nous faire des retours, hein, sur cette solution-là, mais vous pouvez l'utiliser. Peut-être qu'à un terme, s'il y a une très forte utilisation et que le serveur serait amené du coup à être un peu plus long, on va prendre des serveurs plus gros, peut-être qu'on mettra des accès, via identifiant, mot de passe, mais aujourd'hui elle est accessible à tous. De la même manière que vous avez la solution, pdf.dico.fr, qui est un site internet qui vous permet de gérer les fichiers PDF. Pareil, aujourd'hui, quand on a un document Word et qu'on veut le transformer en PDF, alors certains éditeurs de bureautique le proposent directement dans les options d'enregistrement, mais souvent, ben, on va sur son moteur de recherche et bah, on tape, transformer, Word en PDF ou tel fichier en PDF et cetera. Alors, des sites internet, on va en trouver, hein, il y a pas de souci, on en trouve plein.
Mais c'est pareil, on dépose un fichier sur un serveur, ça nous le renvoie, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas, le fichier, qu'est-ce qui devient, qui est-ce qu'il est accessible par quelqu'un d'autre? Le fichier est transformé en PDF, mais est-ce que dans le fichier PDF, il n'y a pas des choses qui sont injectées dans le PDF que l'on ne pourrait pas voir et qui pourraient être réutilisées à des fins malveillantes? C'est pareil, encore une fois, il y a un flou. Donc, on a développé cette plateforme, pareil, qui utilise nos serveurs, qui est basée sur des solutions open source, pdf.dico.fr, que vous pouvez utiliser. Il y a pas de pareil, il y a pas de aujourd'hui, il y a pas de limite, il y a pas de souci, vous pouvez utiliser, en faire ce que vous voulez. Et en fait, ce site va vous proposer, alors je vous ai mis une petite capture d'écran, c'est peut-être un peu petit, mais vous verrez un peu mieux sur le site. Vous avez énormément d'outils qui vous permettent, en fait, de jouer avec les fichiers PDF ou de les transformer en PDF. Donc on va retrouver les grands classiques de transformation en PDF, de fusion, de rotation, de modification, enfin d'annotation. Vous allez retrouver, pas mal de fonctionnalités, qui vous permettent de gérer vos fichiers PDF. Donc pareil, ces 2 solutions, transfert et PDF, vous pouvez y accéder, c'est inclus dans les services, que la Dico vous propose. Alors, je fais une petite aparté, parce que j'en ai parlé sur ces 2 solutions et j'en ai pas parlé dans les diapositives suivantes, mais je vous ai parlé de navigateurs, de moteurs de recherche. Aujourd'hui, le monde énormément de monde utilise, le moteur de recherche de Google. Si vous cherchez des alternatives éventuelles à Google, il existe un moteur de recherche, souverain qui est français, qui s'appelle Qwant, Qwant, Qwant.fr, qui est un moteur de recherche souverain français, qui respecte le RGPD. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci si vous cherchez des alternatives à Google. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, Qwant existe dans différentes versions, dont une version qui s'appelle Qwant Junior. Donc, Qwant et Junior tout collé .com. Et en fait, Qwant Junior est un moteur de recherche adapté pour les enfants. Donc, je dirais maximum 10-12 ans à peu près, au niveau de l'âge des enfants. Et en fait, ce moteur de recherche intègre un filtre. Et en fait, ce filtre empêche les enfants de tomber sur des choses qu'ils ne devraient pas voir sur internet. Donc, voilà, c'est une petite information à titre personnel, hein, si vous cherchez des solutions par rapport à vos enfants et autres. Il existe Qwant Junior. À savoir quand même que Qwant Junior est recommandé par l'éducation nationale. Là, aujourd'hui, dans vos écoles, l'éducation nationale demande aux enseignants, quand ils font des recherches sur internet, d'utiliser le moteur de recherche Qwant Junior, justement, parce que ça intègre ce filtre et ce filtre répond au cahier des charges de l'éducation nationale. Voilà, c'était une petite aparté sur les moteurs de recherche, une petite information qui peut potentiellement vous intéresser. Alors là, on change totalement de sujet, on passe sur la sauvegarde externalisée. Des sauvegardes externalisées aujourd'hui, ben, on en parle partout. Différents prestataires peuvent vous proposer des solutions de sauvegarde externalisée. La Dico en fait partie. Et c'est pareil, hein, la sauvegarde externalisée, souvent on dit que c'est merveilleux, révolutionnaire, et cetera, que ça répond à beaucoup de problèmes de sauvegarde que l'on peut avoir. Mais quand, vous souscrivez à une offre de sauvegarde externalisée, bah, bien s'intéresser de savoir où est-ce que vos données, elles partent. Parce que, bah, sauvegarde externalisée dit que vos données sont externalisées, dit que ça va sur des serveurs qui ne sont pas chez vous. Donc du coup, bah, de savoir où est-ce que vous mettez vos données. Est-ce que vos données sont protégées, sécurisées, cryptées? Et c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes, sur une sauvegarde externalisée sur des serveurs distants que, bah, les serveurs distants ne sont pas non plus à l'abri d'une attaque informatique. Donc bien des questions et à s'assurer quand vous signez les contrats. Au niveau de la DICO, nous utilisons la solution Oxybox, qui paraît qui est une solution, française. Donc vous êtes sur des serveurs, entièrement en France et
si vous utilisez la sauvegarde externalisée à la DICO, votre sauvegarde est chiffrée, donc ça veut dire que même si les serveurs distants viennent à se faire attaquer, les pirates ne peuvent pas exploiter les données parce qu'elles sont cryptées. S'ils n'ont pas cette fameuse clé de décryptage, ils ne pourront rien faire avec. De la même manière que on attrape un virus qui vient crypter nos données, si on n'a pas le mot de passe, on ne peut rien y faire. Donc, bien savoir ça au niveau des sauvegardes externalisées. Les gestionnaires de mots de passe, pourquoi je vous en parle? Parce que, bah, aujourd'hui, quand on va sur un site internet, quand on se connecte sur un site internet, on en a parlé juste avant, mais nous sommes beaucoup à utiliser, Google Chrome, d'utiliser, un compte Google qu'il y a derrière. En fait, quand on se connecte sur un site internet, bah, souvent, Google nous propose d'enregistrer notre mot de passe. Donc souvent on le fait parce que, bah, on se dit: «Ah oui, c'est pratique effectivement d'enregistrer son mot de passe, comme ça la fois d'après, je n'ai pas besoin de le retaper». Et en fait, bah, si vous utilisez, un compte Google, si vous avez un compte Google, bah, en fait, votre mot de passe va, potentiellement être enregistré sur les serveurs de Google, donc les serveurs américains. Donc rebelote, hein, de nouveau, hein, je vous fais pas l'histoire, je pense que vous avez vous avez compris depuis le début. Le fait d'utiliser, en fait, un gestionnaire de mots de passe vraiment à part, vraiment qui vient se mettre à part en complément de votre navigateur web, fait que du coup, bah, vous avez une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de savoir de là où est-ce que vous enregistrez vos mots de passe et de là où ils sont stockés. À savoir qu'en fait, que même des fois quand vous enregistrez vos mots de passe, sur l'ordinateur, enfin, ils sont stockés sur l'ordinateur, bah, en fait, si votre ordinateur vient à être, attaqué, volé, par exemple si vous avez un cambriolage, bah, en fait vos mots de passe, dans l'ordinateur, dans le disque dur, en fait, ils sont stockés en clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas les petites étoiles. On peut retrouver vos mots de passe, comme on est en train de lire un livre. Donc, bien faire attention à ça. Donc, le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, voilà, c'est que ça va vous sécuriser un peu plus la maîtrise de vos mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est comme le petit calepin, que l'on va avoir à côté de son bureau où on va écrire tous ses mots de passe. À l'inverse petit, heu, de ce petit, annuaire, ce petit annuaire papier, bah, c'est comme si on venait rajouter dessus un cadenas avec une clé. Et en fait, votre gestionnaire de mot de passe est protégé par un mot de passe, un gros mot de passe. Donc là, on va pas prendre un petit mot de passe, on va essayer de mettre un grand mot de passe avec, des chiffres, des caractères spéciaux et cetera, qui soit le plus long possible. Et vous avez que ce mot de passe-là à retenir et en fait, vous vous connectez dessus, ça vous ouvre votre carnet et ensuite quand vous allez sur les différents, sites internet, bah, le gestionnaire de mot de passe va remplir automatiquement. Il va vous proposer de vous connecter avec l'identifiant qu'il a mémorisé. Et le gestionnaire de mots de passe, pour certains, vous pouvez les installer donc sur PC, sur smartphone. Donc ça veut dire que même sur des applications mobiles ou autres, vous pouvez stocker vos mots de passe dessus. De notre côté, l'Adico propose la solution Volvarden qui est pareil, qui est une solution open source, que l'on a récupérée et que l'on a hébergée sur nos serveurs, qui nous permet, voilà, derrière de vous proposer, un service de gestionnaire de mots de passe. Petite fonctionnalité, vous avez dû forcément entendre parler d'authentification à 2 facteurs, 2FA, hein, c'est son abréviation. Heu, Même à titre, personnel, hein, chez vous, je pense que vous en rendez compte de plus en plus. Il y a de plus en plus de sites internet ou de logiciels qui utilisent ce principe, c'est tout simplement pour renforcer la sécurité. La double authentification, hein, vous permet de vous connecter en premier niveau avec un mot de passe, souvent adresse mail, mot de passe. Et en deuxième authentification, bah, souvent ça vous envoie un code par mail, un code par SMS ou un petit code à remplir, que vous avez avec votre smartphone. À titre de conseil et de recommandation, je vous dirais que dès que c'est possible, dès que vous pouvez l'activer, à ne pas hésiter à l'activer, parce que là effectivement en cas d'attaque informatique, une double authentification est
très dur à contourner parce que, bah, si le pirate connaît votre mot de passe, bah, s'il a pas, votre adresse mail ou votre téléphone, sous le coude pour récupérer le code, bah, il va être bloqué, il pourra pas aller plus loin. Donc pas hésiter à l'activer quand c'est possible. Alors depuis le début, on a parlé un petit peu de suite bureautique, de sauvegarde, de mot de passe. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas encore parlé, heu, qui est l'environnement, le système d'exploitation de votre ordinateur. Nous utilisons tous, je pense, je peux facilement dire à 98 l'environnement de Windows. Sachez qu'aujourd'hui, je pense que vous savez déjà, il existe des alternatives à Windows. Heu, les fans d'Apple vous diront qu'il existe Mac, les fans des logiciels libres vous diront qu'il existe Linux, hein. Ce sont les 3 grands noms du système d'exploitation, hein, Mac, Linux et Windows. Je vous ai fait une petite aparté, là-dessus. Dernièrement, en octobre 2025, Microsoft a arrêté les mises à jour de sécurité sur Windows 10, ce qui a fait que du coup, on a été un petit peu obligé de se retrouver à migrer sur Windows 11. Donc certains ordinateurs sont passés sur Windows 11 sans problème, hein, c'était proposé gratuitement, il y a pas de souci. Mais sauf que Microsoft avait dit que pour passer sur Windows 11, bah, les ordinateurs devaient respecter des critères techniques et que si ces critères techniques n'étaient pas respectés, bah, il était impossible de passer sur Windows 11. Ce qui a fait que, bah, certaines collectivités, peut-être vous, hein, peut-être vous, vous avez eu le droit, bah, vous êtes retrouvés à devoir acheter des ordinateurs. Malgré le fait que votre ordinateur qui était sous Windows 10 était correct, qui fonctionnait bien, il n'y avait pas de souci. C'est juste que, bah, du fait que vous n'avez plus de mise à jour de sécurité, votre PC était exposé à des risques de virus, d'attaques et autres. Et bah, vu que vous ne pouviez pas passer sur Windows 11, il n'y a pas eu le choix que de réinvestir dans un autre ordinateur, dans un nouvel ordinateur. C'est un peu les problématiques que l'on a quand on dépend, heu, d'un hébergeur, d'un opérateur qui, bah, s'il décide ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire de la même manière que les coûts. S'ils décident d'augmenter ces tarifs de 20, ben, on ne pourra que les subir et les réappliquer derrière. Et du coup, je vous ai fait cette, petite diapositive sur Linux et notamment Primtux que je vais vous détailler derrière parce que du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup d'ordinateurs qui étaient sous Windows 10, où les mairies, bah, se sont dit: «Bah, on n'a pas le choix, on doit les changer». Mais, qu'est-ce qu'on va en faire de ces ordinateurs? Parce que, bah, il fonctionnait très bien l'ordinateur sous Windows 10, il y avait pas de souci. Et puis, bah, dans un esprit et un geste un peu, d'écologie, de réemploi, on se dit: «On va pas les mettre à la poubelle quand même, ils fonctionnent, est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose?» Bah, ces ordinateurs-là, bah, effectivement, vous pouvez pas les laisser sur Windows, vous êtes coincés, mais du coup, vous pouvez les passer sur un environnement Linux. Effectivement, Linux est beaucoup moins gourmand en ressources que peut l'être, Windows. Et du coup, ça permet de donner une seconde jeunesse aux ordinateurs, potentiellement de faire du réemploi ailleurs et du coup, de fil en aiguille, bah, d'avoir une maîtrise de budget de votre côté. Parce que, bah, du coup, ça fait, au lieu d'acheter 2 ordinateurs, bah, potentiellement, on en achète qu'1 et le deuxième on le réutilise. Pourquoi Primtux? Primtux, en fait, c'est un système d'exploitation comme, Windows 10, Windows 11, hein, mais lui qui est entièrement dédié au monde éducation, au monde de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous installez, Primtux sur l'ordinateur, vous allez vous retrouver avec 4 sessions, 4 sessions de connexion. Les 3 premières sessions vont correspondre au cycle de nos écoles, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc en gros, hein, de la maternelle, hein, jusqu'au CM2 et la quatrième session est une session enseignant, administrateur qui a tous les droits. Et c'est pas juste une coquille vide, hein, comme on peut l'avoir avec Windows une fois qu'il est installé, on n'a rien dedans, il faut installer tout le reste. Bah, en fait, sur, Primtux, vous avez une centaine de logiciels libres de droits gratuits qui sont déjà installés dedans et ce qui fait qu'en fait les enseignants, vous avez une petite capture d'écran, dessus, c'est peut-être, un peu petit pour voir,
Mais en grand, vous allez avoir des thématiques, français, mathématiques, histoire géo, éducation civique, et cetera. Et dans toutes ces thématiques-là, va y avoir des logiciels, que les enseignants peuvent utiliser et peuvent, réutiliser, injecter dans leur programme, dans leur pédagogie. Donc, pourquoi pas réutiliser, ces ordinateurs-là pour les réaffecter en école, éventuellement en PC fond de classe. À savoir que la solution Printux est, est reconnue également par l'éducation nationale. Donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Effectivement, côté école, il y a la notion pédagogique et la responsabilité, de l'éducation nationale, mais le côté matériel, c'est le côté des mairies, des collectivités. Mais Printux, si vous avez envie de proposer Printux dans les écoles, sachez que côté, éducation nationale, il n'y aura pas de souci parce que cette solution-là est reconnue et même à titre, personnel, même si chez vous, vous recherchez des alternatives pour vos enfants, il existe également une version grand public. Donc ne pas hésiter, ça pour faire du réemploi des solutions. Rimtux, c'est pareil, c'est une solution, open source qui est française et il y a régulièrement des mises à jour dessus. Et après, donc là, on est sur un système d'exploitation vraiment dédié à l'éducation, mais après, il existe des environnements Linux, vraiment dédiés, à des adultes pour des postes de travail qui peuvent fonctionner. Là où ça devient un peu plus, complexe, c'est la compatibilité de certains logiciels. Par exemple, hein, si on prend les logiciels métiers, je pense encore au logiciel Imanus. Le logiciel Imanus n'est pas compatible sur Linux, mais comme vous le savez peut-être, les éditeurs de logiciels sont en train de migrer leurs logiciels, sur des logiciels dits full web, sur le cloud, donc c'est-à-dire uniquement une connexion via un site internet. Ce qui fait que potentiellement, à l'avenir, bah, tous les logiciels que l'on utilisera seront sur internet. On n'aura plus rien installé en dur, sur nos machines. Donc ça veut dire que, bah, des systèmes d'exploitation, comme Linux peuvent potentiellement, très bien fonctionner sur des collectivités qui, à l'époque, ne pouvaient pas. Donc voilà un petit peu sur les systèmes d'exploitation. Avez-vous des questions, des remarques avant que je continue? Ne pas hésiter, hein, surtout. Je continue. J'en viens à la prise en main à distance. Quand vous appelez l'ADICO, bah, souvent on prend la main à distance sur votre ordinateur. Bah, souvent on utilise, avec l'ADICO, on utilise encore aujourd'hui principalement le logiciel, TeamViewer ou AnyDesk. Sachez qu'il existe aujourd'hui une autre solution qui s'appelle Rustdesk. On commence également de notre côté à proposer. On propose également pour des mairies qui veulent éventuellement sur des notions un petit peu de télétravail, qui veulent prendre à distance leur ordinateur, dire que de chez vous, vous prenez à distance le contrôle de votre ordinateur. Ça vous permet, bah, de travailler comme si vous étiez devant. Donc, hein, cette solution de Rustdesk, voilà, on peut la récupérer pour l'héberger euh, sur nos serveurs. Et comme ça nous permet de faire une connexion vraiment sécurisée de bout en bout, du PC distant au PC, de PC hôte et de s'assurer qu'entre les 2 il y a pas de système d'intrusion ou de passer par un serveur, tierce où on ne saurait pas trop par qui on passe et cetera. Donc il existe ces solutions de prise en main à distance. Je vais terminer, par une dernière solution. C'est la dernière solution que je vais vous présenter. Je vous ai mis un petit spoiler alerte. Heu, j'ai eu l'autorisation de ma direction pour vous en parler, mais je ne dois pas rentrer dans les détails. Vous allez recevoir prochainement un courrier de l'ADICO, et en fait l'ADICO dans votre adhésion que vous avez avec l'ADICO,
vous aurez, à votre disposition, une IA, une intelligence artificielle souveraine qui vous sera mise à disposition, que vous pourrez utiliser. Aujourd'hui, on utilise beaucoup, notamment ChatGPT, Gemini et cetera, mais encore une fois, ce sont des intelligences artificielles, étrangères et américaines notamment. Et pareil, on ne sait pas trop, les données, que l'on met dedans, ce qu'elle en fait et cetera. Donc là, le but, c'est de vous proposer une intelligence artificielle souveraine que vous pourrez, utiliser. Donc là-dessus, si, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de mairies qui nous attendent, qui nous interrogent, notamment par rapport à l'intelligence artificielle ou aussi par rapport à tout ce qui est les sujets de réunion de conseil municipal, de délibération et cetera. Sachez on est sur le sujet, on avance et là, justement, très prochainement, vous aurez le un courrier postal, si je ne me trompe pas, qui arrivera chez vous et qui vous parlera justement de cette mise à disposition d'une intelligence artificielle, justement qui sera basée sur le moteur de Mistral, qui est une intelligence artificielle générative française. Donc pour terminer, des petits messages effectivement à retenir. Le premier, effectivement, la souveraineté numérique est un enjeu stratégique, pour les collectivités. Effectivement, je pense que vous l'avez compris, l'actualité fait que, bah, on va pas avoir trop le choix que de se commencer à s'intéresser et à s'organiser sur des solutions souveraines, que ce soit d'un point de vue technique d'accès, mais aussi d'un point de vue de la maîtrise des coûts. Je pense qu'il est très important, pour vous. La maîtrise des données publiques, bah, effectivement, on peut pas faire ce que l'on veut avec les données, que vous avez. Bien les protéger, les sécuriser et qu'aujourd'hui le message que je cherchais à vous faire passer, c'est que de changer un petit peu les a priori que l'on peut avoir sur des solutions souveraines ou open source. Qu'aujourd'hui, il existe de vraies solutions qui sont crédibles, qui fonctionnent, qui sont de plus en plus compatibles et que du coup, bah, des fois, quand vous cherchez des logiciels ou des solutions, bah, pas hésiter à vous poser la question de se dire: «Oui, mais est-ce qu'il n'existe pas quelque chose de français, d'européen, de souverain?» Où, il y a peut-être des alternatives, effectivement, aux gros noms que l'on utilise. Alors, nous les premiers, hein, c'est typique de l'être humain et encore plus est du français en soi, c'est qu'on n'aime pas changer nos habitudes, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. On ne dit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de commencer par des petites solutions, peut-être de les tester, de tester ces solutions, de se faire ses avis et au fur et à mesure, ben, on se rend compte qu'on peut y arriver. Je vais prendre un exemple, là, sur le webinaire qu'on vous a proposé. J'avais pour l'objectif de vous proposer, ce webinaire avec des solutions souveraines. C'est-à-dire que, le mail d'invitation, sur lequel vous êtes inscrit, j'ai utilisé, bah, Nextcloud, hein, la solution Territoria. Donc vous avez reçu un formulaire d'inscription en ligne via Nextcloud. La visio sur laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la solution, Visio qui est proposée par l'État. Alors que j'aurais pu très bien utiliser le logiciel Teams, hein, que l'on utilise à la DICO, hein. On utilise aussi l'environnement Microsoft. J'ai pas réussi à tout faire, j'aurais pu continuer, mais pour être en toute transparence, le diaporama que vous avez sous les yeux, c'est un PowerPoint, mais j'aurais pu pousser à utiliser, OmniOffice, mais effectivement, c'est pour, essayer de commencer à utiliser des solutions souveraines et essayer de montrer que, bah, ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec, grand plaisir. Sinon pas hésiter à prendre nos coordonnées, mais je pense que vous les avez déjà. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez à prendre la parole ou à nous appeler. On sera là pour en parler avec vous.
bah, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un agréable après-midi sous le soleil et la chaleur qui s'annonce. Bah, merci à vous, bonne journée également.